Alors, une autre question aussi. Vous écrivez dans votre ouvrage, page 142, je cite, mais l'Occident appuie également d'autres milices dont seules certaines peuvent être mentionnées ici pour des raisons de confidentialité. Alors, pourquoi les unes sont-elles confidentielles et pas les autres? Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mon livre, toutes les sources que j'ai utilisées pour mon ouvrage sont des sources officielles, des sources mainstream, c'est-à-dire des sources qui sont assez accessibles par tout le monde et qui sont des sources autorisées, si vous voulez. Donc, moi, j'ai accès à des sources qui sont peut-être moins autorisées, qui sont plus confidentielles, et je n'ai pas voulu mettre en porte-à-faux par rapport à la légalité. Donc, j'ai mis dans mon livre les informations qui étaient publiables, qui souvent ont été publiées d'ailleurs, pour lesquelles le lecteur pourra trouver toutes les références dans la presse ou dans les médias traditionnels et la presse officielle, ou les communications officielles. Donc, il y a des choses, évidemment, qu'on ne peut pas dire, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait plus, enfin, la connaissance va un peu au-delà de ce qu'il y a dans le livre, naturellement. Alors, pour rester justement sur la question des milices ou plutôt des groupes armés, hein, des acteurs non étatiques, notamment en Syrie, on a souvent présenté le soulèvement syrien comme un soulèvement spontané, populaire, avec la défection de généraux de l'armée arabe syrienne qui ont fondé l'armée syrienne libre. Et récemment, Anonymous a trouvé des documents et publié des documents qui tendraient à prouver qu'il y a eu au contraire un soutien de nombreux gouvernements occidentaux aux différents groupes rebelles syriens et que ce soutien aurait été politique, diplomatique, financier, logistique même. On aurait donc financé, fait la campagne un peu de communication et aussi on aurait équipé militairement ces groupes rebelles. Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il en fait? Alors, le profil de la rébellion syrienne est très différent du profil des rébellions qu'on a observées en Tunisie et en Égypte, par exemple. Tout d'abord, contrairement aux deux autres, la rébellion syrienne n'a pas commencé dans les villes. Très souvent, les rébellions commencent dans les villes, c'est souvent les étudiants, c'est les milieux estudiantins, c'est aussi dans les villes que se concentre l'information, et c'est généralement là que commencent notamment les grandes villes, où commencent les éléments, les rébellions, si vous voulez. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Or, c'est absolument pas ce qui s'est passé en Syrie. Dans les premières manifestations qu'il y a eu, le gouvernement syrien a essayé de déconnecter l'Internet, pensant que l'Internet allait être un élément mobilisateur. Et puis, ils se sont aperçus qu'en réalité, ce n'était pas du tout le cas. Et 3 jours après avoir déconnecté l'Internet, le gouvernement syrien a remis l'Internet en activité. Et il est resté en activité pendant toute la guerre, parce qu'ils ont constaté qu'en réalité, il n'y avait pas justement de mouvement populaire. On avait des mouvements qui venaient de sources très particulières, qui étaient très facilement identifiables, et ça n'était pas une population, si vous voulez, qui communiquait entre elles pour la rébellion, mais c'était des éléments très spécifiques qui venaient d'ailleurs, on peut les identifier en Syrie, venant des campagnes, et c'est les campagnes qui étaient essentiellement d'abord sunnites, et ensuite c'est des régions qui étaient occupées par d'anciens transfuges d'Irak qui avaient en fait échappé à la chasse aux terroristes en Irak. Donc là déjà, on a dans le profil de la révolution, on a un aspect très différent des autres révolutions. Et puis, il ne faut pas oublier que très tôt, c'est-à-dire dès 2011-2012, les gouvernements occidentaux ont appelé au renversement du gouvernement syrien. Et il y a eu de très nombreux combattants étrangers qui se sont
dirigés vers la Syrie, venant d'un peu toute l'Europe, y compris naturellement aussi de la Russie, la Tchétchénie, etc. Et d'ailleurs, je le cite même dans mon ouvrage, il y a même le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, belge, qui avait dit que probablement un jour on élèverait une statue à ces combattants étrangers, donc, ou un monument, je ne me rappelle plus exactement la formulation. Donc il y avait effectivement un intérêt des pays occidentaux à alimenter la révolution depuis l'extérieur. D'ailleurs, l'armée syrienne libre que vous avez évoquée, qui est une émanation des frères musulmans syriens en Turquie et qui était basée en Turquie, l'état-major était basé en Turquie et dirigeait les opérations depuis la Turquie, en tout cas au début, parce que finalement cette direction des opérations a très vite montré des signes de faiblesse et cette armée syrienne libre s'est pratiquement dissoute dans les groupes islamistes beaucoup plus virulents qui étaient en Syrie. Mais ce qui est sûr, c'est que le début de la révolution était effectivement dirigé de l'extérieur. Donc on n'a pas du tout de nouveau le profil populaire qu'on avait en Égypte et en Tunisie. Un aspect d'ailleurs qu'on voit, j'entends aujourd'hui, on constate le nombre on l'a rattaché à l'État islamique, mais en réalité, il y avait des combattants étrangers bien avant l'État islamique, comme je l'ai dit déjà 2011-2012, il y avait même des militaires occidentaux qui avaient été déployés en Syrie à ce moment-là, certains ont d'ailleurs été arrêtés. Et on a donc un apport étranger considérable, ce qui montre qu'il n'y avait pas le potentiel suffisant à l'intérieur de la Syrie pour avoir un mouvement armé révolutionnaire efficace et qu'il a fallu le compléter par des éléments extérieurs. Par ailleurs, vous avez mentionné la défection de militaires. Donc il faut savoir que l'armée syrienne, elle est essentiellement sunnite. Elle est pratiquement, je ne connais pas exactement le pourcentage, je ne l'ai plus exactement en tête, mais on est dans le 80% sunnite. Les alaouites représentant une portion très petite de la population syrienne. Et cette armée syrienne, qui est pourtant sunnite, dont on aurait pu imaginer qu'elle se soit solidarisée avec la rébellion qui, elle, est essentiellement sunnite. Je rappelle qu'au départ, on a justifié cette rébellion par le fait qu'il y avait une oppression des alaouites sur les autres minorités religieuses, enfin les majorités religieuses en fait, mais ça n'est pas du tout le cas. On a constaté qu'il y avait une grande partie de la population sunnite, même d'ailleurs des gens qui étaient opposés à Bachar el-Assad, mais qui se sont mis du côté gouvernemental pour éviter d'avoir des islamistes au pouvoir. C'est d'ailleurs un peu l'impasse dans laquelle les Occidentaux sont arrivés, parce que si vous enlevez aujourd'hui Bachar el-Assad, qui est-ce que vous mettez? Les seules personnalités à peu près, enfin maintenant il y en a beaucoup moins parce que l'armée syrienne a repris le contrôle de presque d'une bonne partie du territoire, mais il y a 2-3 ans, les personnalités les plus en vue étaient finalement des islamistes. Donc le remède aurait été bien pire que le mal, sans aucun doute. Donc, il y a effectivement, et d'ailleurs l'État islamique, je rappelle, contrairement à ce que disait M. Laurent Fabius, l'État islamique n'a pas son origine en Syrie, il a son origine en Irak. Et il s'est diffusé par osmose, de manière un petit peu très proche de la manière dont les talibans se sont imposés par sympathie, si j'ose dire, en Afghanistan dans les années 95-96. On a eu le même phénomène avec
avec l'État islamique. Quand on voit sur la carte la manière dont l'État islamique s'est diffusé, on voit qu'il a suivi exactement les mouvements sunnites, les mouvements armés sunnites. Donc on a une rébellion qui est effectivement, qui vient de l'étranger et qui a totalement, de nouveau, complètement dépassé des gens, et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés au régime de Bachar el-Assad, mais ce n'est pas ces gens qui sont le moteur de la révolution et de la rébellion, très clairement. Et donc, si on réfléchit un peu à ces relations entre des gouvernements étrangers, leurs services de renseignement et sur le terrain ces groupes armés, c'est donc, on pourrait dire que c'est un cas flagrant d'ingérence et de viol de la Charte des Nations Unies au final. Alors, évidemment, là, on a affaire à des ingérences clandestines dont on a certains éléments, dont on a effectivement, comme j'ai dit, on a capturé des officiers étrangers, donc on sait qu'il y a des ingérences étrangères. L'extension de cette ingérence, elle est difficile à mesurer, par conséquent, il est difficile de porter des jugements très catégoriques là-dessus. Néanmoins, il est très clair que dans le cas de la Syrie, comme dans le cas de l'Irak, comme dans le cas de l'Afghanistan, comme dans le cas de la Libye et de la Syrie, on a des gouvernements qui se sont ingérés militairement, parce qu'après il y a eu des interventions, il y a eu des frappes par exemple, des choses comme ça, qui n'étaient pas selon la Charte des Nations Unies. Donc effectivement, les pays occidentaux n'ont pas respecté la Charte des Nations Unies. Ceci étant, je dois mettre un bémol à ce que je dis, parce que vous avez une exception possible à cette restriction de la Charte des Nations Unies, c'est la responsabilité de protéger. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux avaient invoqué pour la Libye. Et c'est la responsabilité de protéger, donc elle impose en fait à ceux qui constatent des violations flagrantes des droits de l'homme, etc., qui impose aux acteurs étrangers d'intervenir. Et effectivement, là, il y a cette responsabilité de protéger peut être invoquée par les pays occidentaux. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. L'ont-ils fait à bon escient? Ça, c'est une question qui mériterait d'être débattue, parce que quand vous luttez contre comme je l'avais vu en Libye, je l'ai vu depuis New York. J'étais à l'époque chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix à New York, et j'avais observé ce conflit à distance, bien sûr. Mais on avait bien vu que qu'est-ce qu'on entend par responsabilité de protéger. Mon expérience dans plusieurs conflits est que quand vous voulez protéger une population, vous devez en fait créer une barrière, si vous voulez, entre les méchants et les gentils, si on peut simplifier comme ça. Mais comme l'ont fait les Occidentaux en Libye, par exemple, d'abattre des dirigeants ou d'abattre les structures de commandement de l'armée, n'ont fait qu'accentuer les risques de massacre. Mon observation est que, et ça je l'ai fait pour les Nations Unies, donc j'ai étudié de très nombreux conflits, et j'ai constaté que le vrai problème quand la population est mise en danger, c'est lorsqu'il n'y a plus de chaîne de commandement. C'est assez rare, et même pratiquement on n'a jamais le cas de dirigeants qui disent maintenant on va massacrer une population. Ça n'existe pas. Ça peut exister à petite échelle, mais pas à grande échelle. Il peut y avoir, par exemple, ça c'est aussi très documenté, mais des massacres locaux où on tue tout le monde dans un village parce qu'on a peur qu'il y ait des gens qui puissent nous tirer dans le dos, etc. Voilà, des choses comme ça. Mais ça reste sur des dimensions
comment dire, de petite dimension et c'est contrôlé. Mais le fait de donner une sorte de carte blanche en disant maintenant, allez, on massacre la population, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est généralement la panique qui conduit au massacre de population. Et la panique vient souvent du fait qu'il n'y a plus de structure de commandement. Quand il n'y a plus de structure de commandement, les militaires sont un peu voués à eux-mêmes et ont tendance à ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Voilà. Je ne veux pas entrer dans tous les détails parce qu'on pourrait reprendre des tas d'exemples ponctuels, mais c'est en général la tendance. Donc, quand vous détruisez une structure de conduite militaire, vous augmentez les chances qu'il y ait des massacres en réalité. Or, c'est un peu ce qu'on fait, la spécialité des Occidentaux. Et dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas vraiment de doctrine occidentale pour l'intervention dans le cadre d'une responsabilité de protéger. On intervient, et on intervient un petit peu comme si on voulait intervenir. En fait, c'est les mêmes doctrines qu'on avait en 1914, en réalité. C'est-à-dire qu'en détruisant les chaînes de commandement de l'adversaire, on pense que les soldats seront moins efficaces et donc il sera plus facile d'enfoncer leur ligne. Voilà, c'est ce qu'il y avait en 1914 en gros. Et on applique toujours en fait ce même type de doctrine avec des moyens qui sont plus perfectionnés. Et mais il n'y a pas de doctrine spécifique pour comment est-ce qu'on protège une population. Et surtout, comment est-ce qu'on la protège depuis l'extérieur? Si on voulait vraiment bien faire les choses, on irait dans le pays et on s'interposerait entre les forces gouvernementales, les rebelles, et voilà. Et là, on aurait effectivement une protection. Mais pour protéger de l'extérieur uniquement par des frappes, c'est une mission pratiquement impossible, voire une mission qui conduit presque inéluctablement à une détérioration du problème. Or, c'est exactement ce que les Occidentaux ont fait. Ils n'ont pas de doctrine, ils se sont battus, en fait, ils ont utilisé le prétexte de la responsabilité de protéger, mais en fait, ils se sont battus contre l'armée syrienne. Voilà. Parce que les frappes aussi, ça, on peut très bien le voir, je donne toutes les références dans mon ouvrage, je fais des références et des documents officiels aussi, ou des ONG officielles. On voit très bien que les frappes occidentales ont concerné l'État islamique que lorsque l'État islamique luttait contre des rebelles moins fanatiques que, si j'ose dire ça comme ça. Par exemple, contre les Kurdes, des choses comme ça. Mais quand l'État islamique s'attaquait à l'armée syrienne, il n'y avait pas de frappe. Donc on a laissé se développer l'État islamique dans les zones qui nous arrangeaient parce qu'en fait, les pays occidentaux voulaient se débarrasser de Bachar el-Assad. Mais dans les zones où on voulait privilégier les Kurdes, par exemple, là, on attaquait l'État islamique. Donc, c'est une manière très sélective. D'ailleurs, là aussi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Kerry qui le dit lui-même, et qui dit, c'est d'ailleurs pour ça que les Russes sont intervenus en Syrie, en réalité. Parce qu'il y a un moment où, et ça c'est même John Kerry qui l'avoue lui-même, donc ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est l'État islamique, quand il est arrivé dans la région de Palmyre et qu'il menaçait directement Damas, c'est là où les Russes ont pensé qu'il fallait intervenir. Et les Occidentaux, eux, avaient pensé qu'on pourrait probablement laisser avancer l'État islamique pour mettre en danger Damas, et puis ensuite, avec d'autres troupes, intervenir contre l'État islamique. Le problème, c'est que ces autres troupes, enfin d'autres mouvements rebelles, étaient déjà phagocytés par l'État islamique. Donc, il y aurait vraiment eu un gros problème si ça s'était passé comme ça.